C'était un groupe de gens d'origine et de formations très différents. Ils s'étaient rassemblés dans le seul but et avec l'espoir de mettre fin au régime des nazis et à Ils luttaient tout simplement pour la liberté des droits de l'homme. C'était des gens qui voulaient en finir avec cette guerre terrible. Ils luttaient pour la liberté et, indépendamment de leurs origines, c'étaient des idéalistes. J'étais de plus en plus convaincu que moi aussi, je devais faire quelque chose contre Hitler. Certains d'entre eux avaient déjà connu les camps de concentration. Ils ne l'avaient pas oublié. Il y a un film dont le titre correspondait à l'une des phrases préférées de Cato. Tout le monde parle, mais personne ne fait rien. Enfant, Haro nous emmenait souvent sur son bateau. Nous faisions des pique-niques, des barbecues. C'était tout nouveau pour nous. Nous adorions ça. L'un jouait de la guitare, l'autre de l'accordéon. Et il chantait de belles chansons. Je n'avais pas l'intention de passer mon temps à parler de ce que notre cher Führer faisait. Un jour, nous faisions un pique-nique dans la forêt de Grunewald. Soudain, Kurt Schumacher disparut. Il s'entraînait à lancer une fausse grenade en bois et à courir ensuite. Il se préparait déjà à la révolution. C'est parti de ces gens qui ne supportaient pas de vivre au milieu de ces uniformes. Je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on s'accoutrer de ces uniformes jaune moutarde? Cette couleur cacadois était affreuse. On ne pouvait pas juger les gens sur le seul fait qu'ils saluent Hitler ou non. Ils pouvaient tout aussi bien être des nazis, ou bien feindre l'opposition, ou simplement s'en ficher complètement.
J'avais l'impression d'avoir constamment un gros nuage noir au-dessus de la tête. Je me sentais oppressée. La plupart des gens vivaient dans la peur, car ils pouvaient être arrêtés et punis à tout moment. Et ils ont été condamnés et exécutés, comme le pianiste Creighton, alors qu'il n'avait fait qu'une remarque désobligeante au sujet des nazis à une amie de sa mère. On était constamment en alerte, on faisait attention à tout. Personne ne parlait librement et ouvertement, on ne parlait pas aux gens qu'on ne connaissait pas. Personne ne peut s'imaginer comment c'était. On ne pouvait parler librement que dans la salle de bain pendant que l'eau coulait ou au volant de sa voiture. Nous écoutions la BBC, la radio de Londres. Même aujourd'hui, je frémis quand j'entends le célèbre « Boum, 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 boum ». On pouvait être condamné à mort juste pour avoir écouté. C'était un véritable crime. En 1939, au début de la guerre, il y avait environ 800 000 personnes arrêtées ou déportées dans des camps de concentration, presque tous des sociodémocrates ou des communistes attendant leur procès. Il y avait donc une assez grande résistance. Les Allemands ne pensaient pas tous de la même façon. Je crois que nous commençons à comprendre cela. La famille Förtsch habitait dans la rue Landos, près de chez nous. Là, j'ai fait la connaissance du dentiste Impel, un anti-nazi passionné, avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. Sa fiancée s'appelait Mademoiselle Terville. On faisait connaissance, on discutait ensemble. Et puis un jour, alors qu'on se trouvait seul à seul, il me demanda si je ne voulais pas travailler avec lui. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais il ajouta « Je mets mon sort entre vos mains ». C'est alors que je compris, et je répondis « Oui, nous pouvons travailler ensemble ». Helmut Impel a soigné secrètement et gratuitement ses patients juifs. Helmut apportait souvent à manger à un architecte juif du nom de Nordlicht. Je me demandais comment il se procurait ces aliments, mais je crois qu'il faisait une sorte de collecte. Ma sœur devait porter l'étoile jaune. Un jour, elle se promenait avec Helmut Roloff quand tout d'un coup, un policier les aborda. Il lui dit « Tenez-vous à l'écart de cette femme, elle est juive ». Mais Helmut ne répondit même pas à cette propagande nazie et continua son chemin avec elle. Il y avait une boutique au coin de notre rue dont toutes les fenêtres avaient été cassées. Une foule de curieux se tenait devant. La famille juive se trouvait encore à l'intérieur, cachée derrière les rideaux. Tout à coup, leur fils d'environ 15 ou 16 ans regarda dehors. À ce moment-là, toute cette foule courut et disparut le plus vite possible. Vous voyez à quel point ils avaient peur, après avoir héroïquement détruit la boutique.
J'étais dans le train de banlieue quand soudain j'ai vu que la synagogue de la rue Fasanen était en flammes. Le feu était très important. Tout le monde pouvait le voir, mais personne ne disait rien. Je me suis énervée, j'ai crié « Pourquoi personne n'arrive pour éteindre le feu? Je ne vois pas les pompiers. » Mais les autres passagers restaient muets. Personne ne regardait, personne ne disait un mot. Ça m'a profondément choquée. Presque tout le monde savait que l'on rassemblait les Juifs à la station Grunwald et qu'on les déportait ensuite vers l'Est. Comment pouvait-il savoir? Les gens en parlaient, certains l'ont découvert par hasard, et sinon c'était du bouche à oreille. Un employé des chemins de fer l'avait vu et le raconta à sa femme, qui le dit à sa mère ou à sa tante, et c'est comme ça que l'information circulait. Quand les gens disparaissaient ou mouraient, on s'en apercevait, car c'était parfois de bons amis. Nous avons fait une demande de visa pour les États-Unis. On nous a dit, vous devrez attendre 8 ans environ. Cela nous aurait mené en 1944. À cette époque, mes parents avaient déjà été assassinés. Ma sœur vivait cachée et avait survécu. Et moi, j'étais parti en Angleterre avec le convoi d'enfants. À Berlin, il n'y avait pas d'organisation de résistance établie avec une hiérarchie. C'étaient des cercles d'amis et de résistants liés par des relations personnelles. Ces groupes informels ont commencé à former un réseau à la fin des années 30. Leur figure centrale était Schulze Boysen, un officier de l'armée de l'air, et Arvid Arnak. Arvid Arnak travaillait au ministère de l'économie et était en contact avec l'ambassade soviétique depuis le milieu des années 30. Au début de l'année 1941, Arnak et Schulze-Boysen ont informé l'ambassade soviétique qu'une attaque d'Hitler contre l'Union soviétique était imminente. Arvid Arnak ne se considérait pas comme un traître. Il voulait dénoncer les nazis qui, eux, étaient les vrais traîtres. Ces individus rebelles n'étaient pas d'accord avec la politique d'Hitler. Alors forcément, ils luttaient contre lui par tous les moyens, y compris en faisant passer des informations à quiconque était son ennemi. Il y avait aussi un lien direct avec l'ambassade américaine en la personne de Mildred Arnak, qui était née dans le Wisconsin et qui fut la seule femme américaine exécutée pour trahison par les nazis en 1943. Quand ma mère a rencontré Madame Arnak et a raconté à mon père que Monsieur Arnak avait visité les États-Unis, mon père le fit venir à son bureau et lui dit « Venez dîner à la maison un soir. » Et Arvid répondit « Avec plaisir. » Donald Heath est devenu ami avec Arvid Arnak en 1938,
Il était le premier secrétaire de l'ambassade américaine à Berlin et aussi chargé de trouver des informations pour Henry Morgenthau, ministre des Finances des États-Unis. Un jour, nous étions dans la banlieue de Berlin. Nous nous promenions en forêt avec Arvid et Mildred. En écoutant la conversation, je me disais: mon père et Arvid sont de bons amis. Ils se disputent, ils se traitent de tous les noms. J'ai compris que leur entretien était secret. Une fois rentré à la maison, mon père m'a dit de ne rien raconter à personne, de ne pas dire où nous allions, qui nous fréquentions ou qui nous appelait au téléphone. En fait, l'objectif premier de mon père, c'était d'obtenir des détails sur la préparation de l'invasion russe. Schulze-Boysen possédait des informations sur les vols de reconnaissance près de la frontière soviétique et sur les mouvements de troupes. Arnack, lui, se procurait des informations sur les préparatifs de la guerre au niveau économique. Morgenthau et le président Roosevelt ont donné comme consigne à mon père de déterminer en priorité si la politique financière insensée de Mussolini et d'Hitler pouvait déclencher un krach boursier. Donald Heath et Arvid Arnack sont devenus très proches. Un jour, Arvid nous expliqua son point de vue. Il pensait pouvoir être un lien entre les États-Unis et les Russes sur place en Allemagne. Il nous dit: je les comprends et eux ils me comprennent. Je pourrais être extrêmement utile pour les deux camps. L'Union soviétique avait mis à disposition quelques émetteurs de radio Morse aux membres du groupe. Mais ils ne fonctionnaient pas. Hans Coppi a amené l'émetteur radio chez Fritz et Anne Lortil qui l'ont caché chez eux. Outre ce service d'information et de renseignement, on s'occupait d'autres activités de résistance ici à Berlin. Coller des affiches par exemple, distribuer des articles informant sur les crimes au front de l'Est et sur le terrain, apporter de l'aide aux personnes persécutées. Je sais que mon père a aidé beaucoup de gens à quitter l'Allemagne pour l'Amérique, où il avait des relations. Ma sœur Mitya, Kato et une autre fille prirent l'habitude de voyager à bord des trains transportant des prisonniers de guerre français. Tout contact avec des étrangers était interdit. Mais nous allions contre cette interdiction. Cela a commencé par des petites notes par lesquelles les prisonniers leur faisaient savoir ce dont ils avaient le plus besoin et les filles se débrouillaient pour le leur procurer. Chaque jour, je prenais le même train. Je devais changer à Westkreuz. Cette station passée, le train traversait un tunnel. J'attendais l'arrivée des Français, me mélangeais rapidement au groupe. J'échangeais les messages et disparaissais aussitôt. C'était une aventure et il y avait beaucoup de chaleur humaine. Les Français étaient heureux, et moi aussi. Au printemps 1942, il y avait à Berlin une grande exposition anti-soviétique avec le titre « Le paradis soviétique ». Les membres de l'Orchestre Rouge voulaient protester et coller des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Le paradis nazi, guerre, faim, mensonge, Gestapo. Pour combien de temps encore ?»
Ils allaient toujours par deux, feignant un couple amoureux, et les filles collaient les affiches. Derrière, Arro Schulzbeisen montait la garde, En uniforme, avec un revolver, en essayant de les protéger. Il avait l'air d'un parfait officier allemand. Élancé, une tête de lévrier. Mais il était très intelligent, et cela ne correspondait pas tout à fait à l'image que l'on se faisait d'un officier allemand. Arro voulait que les gens réalisent que cette guerre était criminelle, impossible à gagner et que les droits de l'homme étaient violés. Quand les troupes allemandes ont essuyé leur première défaite près de Moscou, le groupe a commencé à écrire et à distribuer des tracts. Schulzbeisen rapporta des journaux étrangers, suisses et espagnols, sur la situation de guerre. Il prenait des risques, mais il nous donnait des informations précieuses. Le tract Agis, que le groupe avait préparé pendant l'hiver 1941-1942 et distribué ensuite, Était une critique très dure des nazis. Au nom du Reich, citoyens et prisonniers ont été atrocement brutalisés et torturés. Chaque jour de guerre a son lot de nouvelles souffrances et de sacrifices inimaginables et indescriptibles. Chaque jour, la facture augmente. Au final, chacun de nous paiera pour toutes ces horreurs. Que peut faire chaque individu pour montrer sa libre volonté ? Chacun devrait faire exactement le contraire de ce que l'État lui demande. Les tracts ont été envoyés à des gens connus et puissants, dont ils avaient trouvé les adresses dans des annuaires et dans des carnets secrets. Anonymement ? Anonymement, bien sûr. Aurait-on dû inscrire un nom d'expéditeur ? J'aurais pu mettre le vôtre. Cela vous aurait fait moins rire. Des membres du groupe tapaient des tracts à la machine à écrire et les mettaient sous enveloppe. On les fermait avec des gants. C'était très compliqué de s'en procurer. Et il ne fallait pas poster un grand nombre de lettres identiques d'une même boîte aux lettres. La Poste aurait trouvé ça bizarre. De chez nous, je prenais le métro pour Tilplatz. Sur mes genoux, j'avais une sacoche remplie d'écrits révolutionnaires. Pour des raisons de sécurité, il était absolument nécessaire que les membres du groupe ne se connaissent pas tous. Ainsi, si quelqu'un était découvert, il ne pouvait pas trahir les autres. La plupart d'entre eux ne connaissaient que les 3, 4 ou 5 personnes avec lesquelles ils travaillaient. À chaque instant, on pouvait se faire arrêter et fouiller par la Gestapo, et bien évidemment, sans aucune raison. Mais ce n'était pas dans notre état d'esprit de penser à ce qui pouvait nous arriver. On restait concentré. L'important était de se faire remarquer le moins possible.
Les destinataires des tracts ne les ont pas seulement lus puis jetés. La plupart les ont donnés à la Gestapo ou à la police. Dans les dossiers de la Gestapo, on a trouvé de longues listes de destinataires, de bureaux de poste. Ils tentaient de trouver l'origine du papier et des enveloppes. Mais ces investigations assidues n'ont jamais donné aucun résultat. Cela montre bien le haut niveau de conspiration du groupe. Un agent du service d'information soviétique vivait à Bruxelles. À l'automne 1941, il reçut un message radio télégraphié de Moscou qui était destiné à Berlin. Parce qu'il n'y avait pas de communication radio entre Berlin et Moscou. Le message contenait les noms et les adresses codées de 3 membres de l'Orchestre Rouge, ici à Berlin. Une fois que la Gestapo eut démantelé les réseaux de l'Orchestre Rouge, à Bruxelles et à Paris, elle put les décoder. Le 12 septembre 1942, au petit matin, j'étais encore dans ma chambre en train de dormir, quand brusquement j'ai été réveillée par des voix. Des hommes criaient « Stop, ne bougez pas ou je tire ». Prudemment, j'ai regardé par la fenêtre. Ils avaient attrapé mon père qui avait tenté de se sauver par la cave. Ils avaient cerné la maison. La Gestapo est venue fouiller la maison le 16 septembre 1942. Ils avaient mis un homme par pièce. Libertas est venu me chercher à l'arrêt de bus et m'a dit « Il s'est passé quelque chose d'horrible. Ils ont arrêté Arro. » Après l'arrestation de Schulze-Boysen, les Tills ont voulu se débarrasser de l'émetteur radio. Ils l'ont caché dans un car scolaire et apporté chez Helmut Himpel. Un jour, mademoiselle Terville, la fiancée de Himpel, m'a appelé et m'a demandé de venir vite. Il y avait quelque chose d'urgent à régler. Himpel était seule. Mademoiselle Terville, je ne l'ai jamais revue. Il m'a dit « Prenez ceci et cachez-le chez vous ». Aurais-je dû répondre « Ce n'est pas possible, mes parents ne sont pas au courant. Cela aurait été ridicule. » Ainsi, j'ai pris la valise et comme personne ne m'a ni arrêté ni contrôlé, je suis rentré sain et sauf.
Ils avaient mis des menottes à mon père. Toute la famille est allée sur la terrasse. On a même parlé avec des membres de la Gestapo. Nous n'avions pas encore réalisé la catastrophe. Mon père, qui souffrait d'une infection de l'estomac, a demandé à la Gestapo s'il pouvait prendre ses médicaments avec lui. Absolument pas, lui ont-ils dit. Cela aurait pu être un poison. Ma mère, une tante et moi, nous prenions le thé quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert. 2 individus peu sympathiques étaient là. L'un avec une grosse verrue sur le front. Police judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé. Votre frère est-il là? J'ai répondu que non. Ils m'ont demandé où il était. J'ai dit que je ne savais pas. J'aurais dû leur dire, je ne suis pas sa babysitter. Ils m'ont demandé où se trouvait sa chambre. Ils m'ont écarté du passage et sont tout simplement entrés. Peu après, mon frère est revenu. Nous cherchons une valise. J'ai répondu, quelle valise? Ils ont dit, ne mentez pas. Monsieur Himpel nous a tout raconté. C'était bête de leur part, car ainsi je savais qu'ils avaient arrêté Himpel. Il n'était plus nécessaire de nier. J'ai dit, ah, cette valise. Il n'avait jamais ouvert cette valise. Parce que je ne le pouvais pas. Je n'avais pas la clé et cela m'a sauvé la vie. Nous avons attendu un long moment, totalement cloués par la peur. Finalement, Helmut est sorti de sa chambre avec les 2 types derrière lui. Plus tard, mon père est rentré à la maison. On lui a raconté ce qui s'était passé. Et là, j'ai eu peur pour lui. Il s'est assis à son bureau, couvrant ses yeux à l'aide de ses mains, et les larmes coulaient entre ses doigts. Je n'avais jamais vu mon père pleurer, c'était terrible. Les prisonniers furent transportés au quartier général de la Gestapo, 8 rue Prinz Albrecht. Mon père et ma sœur étaient rue Prinz Albrecht, tandis que ma mère et moi étions à Alexanderplatz. D'abord, on les a photographiés. Sur place, j'ai commencé à développer une stratégie, car j'imaginais qu'ils allaient me poser un tas de questions. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Comment je vais pouvoir m'en tirer? Qu'est-ce que je peux dire qui soit plausible et qui ne trahisse pas les autres? Il pense qu'il a été sauvé parce qu'il a eu le temps de développer une stratégie, c'est-à-dire d'apparaître comme quelqu'un de tout à fait innocent qui faisait seulement de la musique avec Himpel et Mademoiselle Derville. C'était vrai en partie. Ils adoraient la musique et possédaient toute une collection de disques. Et ce qui lui a aussi sauvé la vie, c'est bien sûr qu'aucun de ses amis ne l'a trahi.
Lui, c'est Schulze-Boysen. Lui, c'est Groundens, je pense. Oui, Groundens. Lui, c'est Impel, avec sa fiancée, Mademoiselle Terville. En automne 1942, la Gestapo a arrêté plus de 100 personnes du groupe qu'elle avait baptisé l'Orchestre Rouge. Ma mère et moi étions détenus en isolement. J'étais une fille de 16 ans, rêveuse, romantique. J'étais complètement désespérée, seule dans ma cellule, sans avoir la moindre idée de ce qui allait arriver, de ce que je devais dire. Je ne savais pas si l'on serait libéré un jour. Mon père m'a serré contre lui et m'a dit « Au revoir, mon petit ». Puis, les interrogatoires de la Gestapo ont commencé. Cela durait des heures. Ils avaient tous les noms, mais demandaient quand même « Tu connais un tel ou un tel ?» Non, je ne connaissais personne. Si tu disais non, il répondait « Tu mens ». Si tu disais oui, tu dénonçais quelqu'un. Le premier officier de la Gestapo qui m'interrogea n'était pas aimable. Mais à aucun moment il ne m'a frappé. Je me suis dit qu'il le ferait certainement plus tard. Mais déjà, pendant ces premiers interrogatoires, certaines personnes ont été battues et torturées. Les secrétaires faisaient semblant de ne rien voir quand l'officier de la Gestapo commençait à donner des coups. La Gestapo employait la torture physique, mais aussi des ruses et des stratégies psychologiques. Mein Vater hatte am 12.11. Geburtstag. Le 12 novembre, c'était l'anniversaire de mon père. Le canard était son plat préféré. Ils nous ont permis de dresser la table sur le bureau d'un officier de la Gestapo, rue Prinz Albrecht. Nous avons donc rôti le canard chez nous à la maison. On nous avait relâchés peu avant. Nous l'avons donc mangé ensemble, tous les quatre. Bien sûr, il y avait des dispositifs d'écoute installés partout. Quand ils m'ont reconduit dans ma cellule, ils m'ont mis des menottes. Ils me les ont enlevées seulement une semaine plus tard, lorsque j'ai été transféré à Spandau. As-tu dormi avec ces menottes? Bien sûr. Je n'allais pas passer une semaine sans dormir. Le lendemain matin, mon père voulait aller chercher Helmut. J'ai dit que je viendrais avec lui. L'officier de la Gestapo à Alexanderplatz était très poli. « Asseyez-vous, puis-je vous aider ?» Mon père restait muet. Alors j'ai dit: mon frère a été arrêté hier. Nous voudrions savoir où il se trouve. Il feuilleta les pages d'un grand livre. Il n'est pas ici. Allez, rue Prinz Albrecht. C'est là que l'on enferme les cas les plus sérieux. Là, il y avait une sonnette, comme s'il s'agissait d'une maison quelconque.
J'ai sonné et qui a ouvert? Le type avec la verrue sur le front. Lui aussi très poli. Je vous en prie, monsieur le professeur, asseyez-vous. Comment votre fils a-t-il pu faire une chose pareille? Mon père a dit, mais qu'est-ce qu'il a donc fait? Nous ne savons rien. Vous ne savez rien. Et moi, agacée, j'ai crié, je vous ai déjà dit que nous ne connaissons rien de la vie privée de mon frère. Rien du tout. Bien sûr, nous n'avons rien dit sur ce que l'on pensait vraiment de tout ça. Il a dit, si vous ne savez rien, il n'est pas nécessaire que vous en sachiez davantage. Mais dans tous les cas, votre frère reste chez nous. Le lit fourmillait de punaises et d'insectes en tout genre. Si on voulait se coucher, il fallait d'abord chasser tout ce petit monde. Les punaises nous mordaient partout et nous nous sommes plaintes. Bizarrement, nous étions incarcérés dans une prison d'hommes. Et le gardien nous a répondu « Ces petites bêtes comptent sur vous pour pouvoir se nourrir ». Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Il y avait tellement de femmes tout d'un coup qu'ils ont décidé de les installer au 5e étage d'une prison d'hommes. Moi, j'étais au 4e étage. On y remarquait bientôt l'influence féminine. La cellule de Rainer Küchenmaster était juste au-dessus de celle de Cato. Ils échangeaient des lettres en les faisant passer d'une cellule à l'autre avec une ficelle. Cato est devenue ma partenaire. Elle faisait partie de ma vie et je lui appartenais. Il était important dans cette situation d'avoir quelqu'un à qui se confier. Plus tard, au camp de concentration, j'ai tout de suite cherché quelqu'un avec qui partager des choses. Le seul moyen de garder sa dignité d'être humain, c'était d'aider quelqu'un d'autre. Ma mère était emprisonnée avec Cato et elle m'a raconté qu'elle sifflait la mélodie « Les pensées sont libres » à travers sa fenêtre ouverte. Cela rendait les autres prisonniers heureux. Chaque samedi, ma sœur et moi, nous allions rue Prinz Albrecht. Nous préparions un bon petit plat pour Helmut. Il fallait passer par des couloirs sans fin. Des portes s'ouvraient et se fermaient derrière nous. Mais jamais nous n'avons pu voir mon frère. Elle déposait juste les plats. Ils fouillaient la nourriture avec leurs couteaux dégoûtants. Elle pouvait contenir l'ennemi. C'était tellement infâme, ils fouillaient en notre présence. Le plat de nourriture scellée, nous étions autorisés à la porter à la prison de Spandau. La nuit, quand je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je réfléchissais aux erreurs que j'avais pu faire. Je ne changeais absolument pas d'avis sur le bien fondé de mes activités. Je n'avais aucun regret. Mais je pensais au fait que ces gens-là voulaient définitivement ma mort.
Puisque des membres de l'armée étaient impliqués, l'administration des nazis décida que le procès aurait lieu devant un tribunal militaire, même pour les civils, même pour les femmes. J'ai décidé de contacter Impel pour savoir ce qu'il leur avait dit. Pour me couvrir, j'ai écrit une accusation. Cher Monsieur Impel, comment avez-vous pu dire que nous avions parlé de politique, étant donné que nous ne faisions que jouer de la musique ensemble? J'étais sûr qu'il comprendrait. Une fois par jour, les prisonniers étaient autorisés à sortir dans la cour. On devait marcher par ordre de nos numéros de cellule, puisque la mienne était loin de celle de Impel. J'ai quitté la file en faisant mine de refaire mon lacet. Quand Impel est arrivé à ma hauteur, je me suis juste mis devant lui. Quand il fut suffisamment prêt, je lui ai glissé ma lettre dans sa main. Je me souviendrai toujours comment mon cœur battait à ce moment-là. Impel a détruit la lettre. On n'a jamais retrouvé nos messages. Il a répondu « J'ai dit la même chose que vous et que MT », ce qui voulait dire Marie-Thérèse Derville. Il avait découpé et collé des lettres d'un journal. Je me sentais soulagé. J'avais peut-être une chance de ne pas être exécuté tout de suite. Au tribunal militaire travaillait un jeune procureur très ambitieux, un certain monsieur Röder. Peu satisfait par les résultats de la Gestapo, il interrogeait lui-même les membres du groupe et aussi leurs familles une nouvelle fois. Impel m'avait écrit « Il me fait assez bonne impression ». Malheureusement, il s'est avéré plus tard qu'il avait tort. Moi aussi, j'étais d'abord agréablement surpris, mais je me méfiais. Je lui ai raconté que Impel était membre d'une confrérie d'étudiants et que cela signifiait toujours être un bon patriote qui ne conspirait pas contre l'État. Mais Röder ne s'intéressait pas à ce que je disais. Il me prenait pour un imbécile. Et c'était exactement ce que je voulais. Ma mère est allée au ministère pour parler avec Röder de Cateau. Plus tard, elle raconta « Quand j'ai vu cet homme, ce sourire malicieux, j'ai su qu'il n'accorderait jamais de recours en grâce. » Ils furent condamnés à mort le 19 décembre et la première exécution eut lieu le 22 décembre. Ils n'ont pas perdu de temps.
Cela n'avait rien à voir avec une procédure judiciaire en règle. Mildred Harnack n'avait pas été autorisée à appeler des témoins. Des dépositions avaient été obtenues sous la torture et on leur avait interdit de consulter un avocat. Quelques avocats commis d'office étaient admis. Ils n'ont vu leurs clients qu'1 jour avant le procès ou le jour même, pendant environ 5 minutes. Une phrase du verdict m'a rendu très fier de mon frère. Schulze-Boysen n'a jamais servi honnêtement l'État national-socialiste. Les premières condamnations à mort ont eu lieu au mois de décembre. Et c'était horrible de l'apprendre, enfermé dans sa cellule. Oui, mon cher Rainer, la peine de mort requise par le procureur a été un véritable choc. Mais j'aime tellement la vie et les hommes que je ne peux croire que ce soit vrai. Puis elle m'a écrit « Ils l'ont vraiment fait. Ils m'ont condamné à mort. » C'était de la folie. Ces jeunes ont été exécutés simplement pour avoir collé des affiches et parce qu'ils étaient contre la guerre. Liane Berkowitz avait 18 ans quand elle a été arrêtée. Elle était enceinte de 3 mois et Hilde Koppy, elle, était enceinte de 8 mois. Même le tribunal militaire avait demandé sa grâce, pour elle et pour d'autres condamnés. Hitler avait rejeté toutes les demandes en grâce d'un trait de plume. Il devait être en colère à cause d'une ou deux défaites militaires ou que sais-je encore. En tout cas, il les a toutes rejetées. Le 5 août 1943, beaucoup de femmes, et parmi elles ma mère, ont été exécutées. Hilde Koppy et Liane Berkowitz accouchèrent en prison. Elles ont eu droit à un répit de 6 semaines. Puis, on les a guillotinées à Plötzensee. Le bébé de Liane Berkowitz a été transporté dans un hôpital où il mourut peu après. On n'a jamais su s'il était mort à cause de la malnutrition de sa mère ou s'il avait été victime d'une opération d'épuration des nazis. Le procès contre Himpel a eu lieu en janvier. À son retour, il avait des menottes au poignet. C'était l'usage pour les condamnés à mort. Ma chère Cato, il m'est impossible d'écrire tout ce que je ressens pour toi. La journée d'hier a été terrible pour moi. Après le verdict, j'étais hors de moi. Mais quand j'ai entendu ta voix, Cato, je me suis calmé. Mon cher Rainer, quel merveilleux garçon tu es. Ta lettre m'a rendue heureuse. Je voudrais la garder tout près de moi, comme la lettre d'adieu de Heinz Strelow. Si je dois mourir, ne sois pas triste. Ne m'oublie pas. Mais je t'en prie, sois raisonnable. N'agis pas imprudemment. Ça ne vaut vraiment pas la peine de jouer les martyrs. On a tellement besoin de toi. Tu es si bon, plein d'amour pour les autres. C'est une des plus belles qualités qu'un être humain puisse posséder. Je t'aime comme un frère. Tu rencontreras mon frère Tim un jour peut-être. Va voir ma mère. Promets-le-moi. Puisque j'aime tant la vie et les hommes, je quitterai ce monde sans rancune et sans haine. Peut-être que Heinz et moi, nous mourrons au même moment. Ce serait beau
car nous appartenons l'un à l'autre. C'était merveilleux de le voir dans la cour pendant ces 3 jours successifs. Je crois toujours à un miracle qui me sauvera. Pense à ton père, Rainer. Ne te mets pas en danger. Je ne sais pas pourquoi je dois mourir, mais il doit y avoir un sens dans tout cela, sûrement. Tu penses que je ne supporte pas les hommes qui pleurent. Ce n'est pas vrai, Rainer. Heinz aussi a pleuré. Et puis on a souri, parce qu'on était si heureux ensemble. Vis ta vie, Rainer. Cherche la beauté dans l'art et dans les hommes. Apprends à penser avec le cœur. Que le bon Dieu te bénisse. Je t'embrasse tendrement. Takato. Je suis allé à Berlin et j'ai vu Kato dans sa cellule de condamnés à mort. Elle portait un brassard avec le sigle TK qui signifiait la condamnation à mort. Je lui ai dit, Kato, tu rentreras bientôt. Elle hocha la tête et me montra son brassard avec les lettres TK, Todeskandidat, ou condamné à mort. Kato n'arrêtait pas de pleurer. Et moi aussi, j'avais la gorge serrée, bien sûr. Que peut-on dire à quelqu'un qui va affronter la mort ? Pour les membres de l'Orchestre Rouge, on avait installé tout spécialement une poutre avec 8 crochets. La façon d'exécuter, considérée comme la plus honorable, était la fusillade. Ensuite, venait la mort par la guillotine. Mais là, on avait choisi pour les hommes de l'Orchestre Rouge la forme la plus ignoble, la pendaison. Dans sa lettre d'adieu, Libertas écrivait « Parlez de nous à tout le monde. » En réalité, les familles avaient reçu l'ordre de ne rien dire à personne, sous peine d'être déportées vers les camps de concentration. Hitler et les nazis ne voulaient absolument pas que le monde ait connaissance de l'existence de l'Orchestre Rouge. Ils ne voulaient pas que l'on sache qu'il y avait des tas d'honnêtes gens qui n'étaient pas d'accord avec ce système et qui essayaient de les empêcher de continuer. Un jour, après le verdict annonçant la condamnation à mort d'Impel, mon mari a été relâché. Impel lui avait clandestinement passé son testament pour qu'il l'apporte à sa famille. Alors, en tout état de cause, c'était fini pour lui. La porte s'ouvrit. Helmut était là comme un fantôme, faible et très amaigri. C'était terrible. J'ai apporté le testament de Impel rue Zesner. J'ai sonné, mais personne ne m'a ouvert. Sur le palier, j'ai rencontré Terville, le docteur Terville. Il m'a demandé si sa mère m'avait ouvert la porte. J'ai dit non, et soulagé, il me raconta qu'il n'avait pas pu dire à sa mère que sa sœur avait été exécutée, mais qu'il avait dit qu'elle était partie en Suisse avec Impel.
Après la guerre, j'ai voulu revoir la prison une fois encore. Une fois à l'intérieur, j'ai entendu une voix familière en train de crier aux prisonniers. Quand l'homme s'est rapproché, je l'ai reconnu. C'était l'un des gardiens les plus terribles que j'avais connus. Mon père m'a écrit de Berlin pour me faire part de la tristesse qu'il avait ressentie en apprenant l'exécution d'Arvid et de Mildred. Il était profondément choqué. C'était dans quelle année? C'était en 1945, quand les Alliés ont pu entrer dans Berlin. Il a tout de suite commencé à chercher ses amis et ça l'a traumatisé. Il me l'a écrit. Il était très triste de les avoir perdus. Quand j'étais petit, je regardais souvent des photos de mes parents et j'essayais de les imaginer vivants. C'était difficile car les personnes sur les photos ne bougeaient pas et les films n'existaient pas non plus à l'époque. Puis, il y a quelques années, j'ai vu un document que mon père avait rempli peu avant son exécution. On pouvait y lire qu'il mesurait 1,86 m. Mes grands-parents m'avaient toujours dit qu'il mesurait 1,96 m. Jusqu'à ce jour, j'imaginais que je devais lever les yeux pour le regarder. Mais là, j'ai compris que nous faisions la même taille. Les veuves de la résistance, même celles du 20 juillet, n'ont touché leur pension que des années plus tard. Leurs maris étaient toujours considérés comme des traîtres, bien qu'ils aient lutté contre Hitler. En revanche, les veuves des SS recevaient leur pension ponctuellement. Je me souviens que ma sœur Anne-Marie m'a dit que le gouvernement allemand lui avait versé une compensation de $25 par mois pour toutes les souffrances qu'elle avait subies lorsqu'elle vivait cachée à Berlin. Et cette somme de $25 devait compenser en même temps la mort de nos parents. On appelait ça compensation. Quelle idiotie. On ne peut pas compenser une chose pareille. J'ai reçu 5 marks pour chaque jour passé au camp et je me suis dit, dommage que je n'y ai pas passé 10 ans. Comme ça, j'aurais pu me payer quelques bières de plus. Le fonctionnaire qui s'occupait de mon dossier avait été officiellement innocenté de tout acte nazi. Il m'a fait remplir un questionnaire. Concernant mon père, j'ai écrit « exécuté » et il m'a engueulé. Pour mort, on ne donne rien. Ça m'a profondément blessé et j'ai quitté le pays peu après. À Berlin-Ouest, nous avions peur d'admettre notre appartenance à l'Orchestre Rouge. J'avais toujours le sentiment et l'impression que les nazis se trouvaient encore parmi nous, qu'ils occupaient des postes importants. Cette peur ne m'a jamais quittée. Elle est encore présente aujourd'hui. Beaucoup de gens étaient toujours secrètement partisans des nazis. Après la guerre, ils n'étaient pas devenus démocrates du jour au lendemain. À la fin des années 40, mes parents et leurs amis étaient considérés à nouveau, ici à l'Ouest, comme des espions et des traîtres, car ils avaient lutté contre Hitler, mais du mauvais côté.
La fin de la guerre, c'est 1945, la guerre froide commence en 1947. Et à partir de ce moment-là, les anciens nazis, les anciens agents de la Gestapo, qui avaient lutté, par exemple, contre l'Orchestre Rouge, ils deviennent très utiles. Horst Kopko, un des enquêteurs les plus réputés de la commission spéciale de l'Orchestre Rouge, avait si bien coopéré avec les Alliés que le service secret britannique lui avait donné une nouvelle identité. Son nom n'était plus Horst Kopko, mais Horst Cordes. Il s'est rapidement refait une vie et personne ne l'a embêté. Monsieur Roeder, le procureur au procès de l'Orchestre Rouge, a essayé de convaincre les Américains, pour sauver sa propre peau, que ces gens-là étaient toujours des espions dangereux en activité. Cette phobie des espions était continuellement nourrie par la guerre froide. Le nom Orchestre Rouge, inventé par la Gestapo, devenait synonyme d'espions soviétiques. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest ont propagé cette même image après 1945 en l'utilisant chacun à leurs propres fins. Heinz Höhne, journaliste du Spiegel, magazine politique de l'Ouest, avait créé l'image parfaite d'un groupe d'espions en contact radiotélégraphié régulier avec Moscou. Comment avez-vous su qu'ils avaient envoyé 500 messages ? Ces 500 messages dont on a parlé dans les journaux et sur lesquels j'ai malheureusement écrit des articles étaient fondés sur des affirmations de gens qui étaient au courant de certaines choses, mais qui n'avaient aucune preuve. Si l'armée rouge avait réellement eu ses contacts avec l'Orchestre Rouge et toutes ces informations à disposition, elle aurait pu réagir de façon nettement plus efficace aux attaques allemandes. À l'Ouest, on avait l'image d'un groupe d'espions travaillant avec succès pour les Soviétiques. À l'Est, on les appelait des agents d'information, dans le sens explorateur. On disait agents, pas espions, car à l'Est, on voulait utiliser tout cela dans un sens positif. Le chef de la sécurité de l'État, la Stasi, décrivait l'Orchestre Rouge comme une sorte d'ancêtre du ministère de la Sécurité de la DDR. J'étais très choqué de voir, par exemple, dans les fêtes, les grandes fêtes en Allemagne de l'Est, de voir les portraits des gens de l'Orchestre Rouge avec intercalés les portraits des Vopos qui étaient morts dans des échanges de tirs entre l'Est et l'Ouest et qui étaient mis au même niveau que les gens de l'Orchestre Rouge. Autrement dit, on récupérait les gens de l'Orchestre Rouge pour faire la propagande du régime. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. En 1945-46, le CIC, prédécesseur de la CIA, a commencé à constituer des dossiers sur chaque membre de l'Orchestre Rouge. Les Américains ne se sont pas seulement servis des photos de la Gestapo, mais aussi des informations qui avaient été rassemblées.
Des survivants de l'Orchestre Rouge intentaient un procès contre Rauder pour les nombreuses condamnations à mort qu'ils avaient requises. Le procureur Fink était chargé de l'instruction préliminaire de 1945 à 1951. On a refusé la mise en accusation car rien ne laissait supposer une violation de la loi en vigueur à l'époque. Rauder avait agi conformément aux lois en vigueur en 1942. Cette justice, qui en vérité était une injustice, a ainsi été légalisée à nouveau en 1951. Les crimes commis au nom de la justice nazie n'ont pas été punis. Les juges et les avocats concernés n'ont jamais été poursuivis, simplement parce qu'ils faisaient partie du même système judiciaire. Chacun se défendait par le fait qu'ils avaient respecté les lois en vigueur à l'époque. Si l'on regarde les choses sous cet angle-là, on peut tout excuser. En 1950, mes grands-parents décidèrent de déménager à Berlin-Est. Cette décision avait été provoquée par le fait que le procureur de l'époque était libre comme l'air et était devenu le porte-parole d'un parti néo-nazi. Pour vous montrer l'état d'esprit de Röder, il a été envoyé à Nuremberg et les gens des services américains lui ont dit on est désolé, dans nos services juridiques, donc à Nuremberg, il y a beaucoup de juifs, donc vous allez avoir ces gens-là en face de vous. On est désolé pour vous, mais c'est comme ça, en riant. Dans notre gouvernement, les revanchards disaient « Il n'y a pas de bons Allemands, ça n'existe pas ». Ceux qui avaient lutté contre Hitler étaient sûrement des communistes. Le bon Allemand n'existait pas. C'étaient tous des traîtres. Mais les véritables traîtres, c'était Hitler et ses partisans qui avaient trahi le peuple allemand. C'est ce que disait aussi votre père. Ces gens de l'Orchestre Rouge, d'opinions diverses, avaient une certitude commune: le fascisme, l'hitlérisme, c'était le mal absolu. Il fallait le vaincre, le détruire. Et ils l'ont fait, ils ont contribué à le faire. On a dit après-guerre, à cause de la guerre froide, mais c'était des agents communistes, des espions communistes. Non, ils travaillaient avec Moscou, ils auraient travaillé avec Londres, il fallait arrêter Auschwitz. Et puis ensuite, le goulag, bien sûr. Mais c'est une autre période. À la période dont nous parlons, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, l'ennemi commun, c'était le fascisme. Je pense qu'il est temps maintenant que le peu de résistance qu'il y avait en Allemagne ne soit plus divisé en bonne et mauvaise résistance.